Voilà, c'est parti. Donc vous êtes bien sur le webinaire, autour de la fonction employeur dans une association. Quelles articulations entre la direction salariée et la gouvernance? C'est un webinaire qui vous est proposé par le Mouvement associatif Hauts-de-France en collaboration avec, des partenaires qui vont se présenter tout à l'heure. Le Mouvement associatif, en 2 mots, c'est une association qui regroupe, des réseaux associatifs qui sont engagés sur, de nombreux champs d'activité sur, l'ensemble de la région comme, l'éducation, le sport, la culture, l'action sociale, la solidarité internationale, la défense des droits, tous les sujets sur lesquels peuvent, travailler les associations. On a un rôle de représentation des associations, d'accompagnement et de structuration de la vie associative, en région, et on peut compter, dans notre région 100 000 associations en Hauts-de-France, dont 10 sont employeuses, ce qui représente 200 000 emplois dans la région des Hauts-de-France, dans le secteur associatif. Alors les associations employeuses justement, sont des entreprises, même si, elles se considèrent pas toujours, comme telles. En tout cas, le droit les considère, telles quelles, avec les droits et les mêmes droits et devoirs que des entreprises, du secteur lucratif. Sauf que ce sont des entreprises particulières puisqu'elles sont administrées par une gouvernance bénévole, un conseil d'administration, qui endosse la responsabilité employeur. Alors ce conseil d'administration peut, déléguer cette responsabilité à une, gouvernance, à une, direction salariée, pardon. C'est pas toujours le cas dans les petites associations, mais parfois il y a une direction, salariée qui se voit déléguer cette fonction, cependant la gouvernance reste responsable, de cette fonction employeur. Heu, pour vous recontextualiser aussi, on organise ce webinaire en lien avec un projet que l'on mène, sur l'attractivité et la qualité de vie au travail, qui est financé par l'ANACT, l'Agence nationale, de l'amélioration des conditions de travail. Hem et on a mené une enquête dans le cadre de ce projet qui nous a montré que les directions peuvent parfois se sentir, esseulées dans cette fonction employeur, heu et que, heu et que les administrateurs, les administratrices parfois viennent s'engager dans l'association pour le projet associatif, pour les valeurs qui sont portées, et beaucoup moins pour, la fonction inhérente, de la question de la fonction employeur. Heu, voilà et autre chose, c'est que la gouvernance a une responsabilité, employeur aussi envers, la direction salariée. Ce qui est important c'est important de le rappeler que la direction est une salariée, comme une autre et qu'il est important pour la gouvernance d'assurer, de prévenir sa sécurité, sa santé physique et mentale, et de mener des entretiens, annuels, professionnels, de la même façon qu'on le fait avec des salariés. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est de mettre en discussion, ce sujet, au sein de l'association, de convenir d'une organisation et que cette organisation soit écrite dans les statuts de l'association. Une pratique qui peut être intéressante à avoir, c'est de désigner, par exemple, un ou une référente, dans le CA qui se charge de ces questions, employeurs, de cette fonction employeur. Ça peut être le ou la présidente ou une autre personne du CA qui, décident d'endosser cette responsabilité, de se former sur ce sujet. Donc voilà, ce webinaire vous propose de réfléchir, à l'articulation entre ces 2 parties, gouvernance et direction, qui forment un binôme. Donc on va essayer de répondre aux questions, suivantes. Quelles sont les pratiques de fonctionnement de ce binôme direction-gouvernance? Comment se répartir les rôles et les missions? Et quels sont les leviers d'une bonne coopération, gouvernance, direction? Donc pour répondre à ces questions, je suis accompagnée de, plusieurs intervenants, intervenantes. Donc Audrey Bordas qui est accompagnatrice formatrice dans l'ESS sur les questions de QVCT notamment. De Juliette Pérez qui est responsable de développement à l'association In Situ Sens Action. De Christophe Gillet qui est délégué fédéral adjoint à la Fédération des centres sociaux Pays Picard et de Caroline Créton qui travaille à l'UDES, l'Union des employeurs de l'ESS. Merci à tous d'être présents. Donc je vous propose de donner la parole à ces différents intervenants, intervenantes et puis ensuite on pourra échanger sur ce sujet ensemble et identifier les ressources existantes pour aller plus loin. Donc je propose de commencer par Audrey, pour donner quelques éléments de cadrage sur, les obligations employeurs et notamment en termes de santé, sécurité au travail. Merci Audrey. Merci Leslie. Donc, je vais vous partager
quelques slides écran. Alors, est-ce que j'ai accès au partage? Mieux. J'entends rien, ce qu'on a. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. On commence tout juste. Est-ce que vous voyez mes slides? Oui. Ouais. Je vais juste mettre ça en petit. Voilà. Et ça comme ça. Oups. Ça va comme ça? Très bien. Ok, parfait. Donc, en effet, Leslie m'a demandé d'intervenir pendant 5-10 minutes là sur les obligations employeurs. Donc, c'est ce que je vais faire. Et pour débuter là-dessus, je vous ai juste remis l'article du Code du travail. Je vous rassure, on ne va pas passer 10 minutes à parler du Code du travail, mais quand même, c'est toujours bien de se remettre dedans. L'article principal qui nous donne un peu des infos sur l'obligation employeur en termes de santé et sécurité au travail, c'est donc l'article 41.21.1 du Code du travail, qui nous dit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Bon, une fois qu'on a lu ça, finalement, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire en tant qu'employeur, donc on va essayer de comprendre un peu ce que ça impacte sur la fonction employeur. Et puis ensuite, on parlera un petit peu justement de la responsabilité et du partage des rôles au sein d'une association. Cet article-là, dans le Code du travail, il est vraiment centré sur l'obligation de santé et de sécurité. Mais nous, sur le FACT, on parle de qualité de vie et des conditions de travail. Et donc, ce qu'on a voulu faire ici, c'est aussi se poser la question de, quand on parle de QVCT, aujourd'hui, finalement, il y a une démarche, il y a un plan d'action, mais est-ce qu'il y a des obligations employeurs qui sont liées à cette démarche de QVCT, au-delà de la question de la sécurité et de la prévention des risques? Donc, on va le voir ensemble et en effet, sur les 6 axes que peut-être vous connaissez déjà, que peut-être vous avez déjà vu sous forme de pétales, de fleurs, parce que c'est comme ça qu'ils le présentaient avant. L'ANACT, donc l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail, présente la qualité de vie et des conditions de travail sous 6 axes, 6 sujets sur lesquels on peut venir travailler pour améliorer les conditions de travail des salariés. Donc, on a l'organisation du travail, on a le management, on a l'égalité au travail, le dialogue professionnel et le dialogue social, on a les compétences et le parcours professionnel, la santé au travail et la prévention. Et donc, sur ces 6 axes, en effet, on retrouve des obligations employeurs, dont la première auquel on pense et à laquelle est lié cet article du droit du travail que j'ai lu juste avant, c'est la santé au travail et la prévention qui donc prévoit en effet cette obligation de sécurité au travail. Qu'est-ce qu'elle nous indique, cette obligation de sécurité au travail? Eh bien, elle nous indique qu'il faut recenser, évaluer les risques professionnels et élaborer un plan d'action. Alors, vous avez sûrement, je l'espère, déjà entendu parler du document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc, l'obligation employeur aujourd'hui, elle est principalement centrée sur ce document. Mais attention, l'obligation employeur n'est pas seulement de créer un document et puis de l'archiver dans les dossiers de l'association. C'est bien vraiment d'avoir une démarche de prévention. Donc, évaluer les risques, ça nous sert à quoi? Eh bien, ça nous sert à mettre en place des actions de prévention qui vont nous permettre d'éviter les risques ou de protéger les salariés des risques qui sont inévitables.
Donc on le verra tout à l'heure, un petit peu sur ces niveaux de prévention, mais voilà, ce 2 c'est censé vraiment être une démarche collective, heu et qui nous permet vraiment de réfléchir à notre démarche de prévention et donc finalement à l'organisation du travail qu'on a envie de mettre en place dans la structure. Donc en effet, le 2 il est obligatoire pour toute association à partir du premier salarié. Il est, à mettre à jour régulièrement, pour les structures de plus de 11 tous les ans, à faire en lien avec, votre service de santé, au travail, donc la médecine du travail. Et il doit comporter, finalement, tous les risques qui peuvent être rencontrés par les salariés dans le cadre de leurs fonctions, donc que ce soit les risques physiques, mais également les risques psychosociaux, heu, dans lesquels finalement on va aussi retrouver tout ce qui est lié au harcèlement moral, harcèlement sexuel et violence. Donc tout ça, il faut aussi que ça apparaisse dans ce document unique. Donc les situations de harcèlement, souvent on y pense une fois que c'est fait. Heu, L'obligation employeur, nous indique qu'il faut y penser, bien avant pour justement éviter ces situations, de violence et de harcèlement. Donc c'est très, très large, ça demande un travail collectif et voilà, c'est bien de pouvoir le faire avec les salariés pour vraiment pointer du doigt les risques qui sont rencontrés dans le cadre de leur fonction, dans le cadre du terrain et en tant qu'employeur, administrateur, bénévole, on n'est pas forcément toujours, sur le terrain avec les salariés et bien, voilà, on ne peut pas, forcément, tenir notre obligation si on ne le fait pas de toute façon avec l'équipe. Je vous ai donc indiqué, d'autres obligations employeurs qu'on relie aux axes de la qualité de vie et des conditions de travail. Une deuxième obligation, ce sont les obligations liées à la charge de travail. Donc bon, ça, c'est des obligations un peu convenues, hein, qu'on connaît, normalement, en tant qu'employeur. C'est que quand on fait un contrat de travail, on est tenu de respecter qui a été écrit dans le contrat de travail. Et donc, on est tenu de fournir aux salariés le travail qui est convenu dans le contrat, ainsi que les moyens nécessaires pour réaliser ce travail, euh, ainsi qu'une rémunération, bien évidemment. La chose à pointer quand même, c'est en effet d'assurer des rémunérations à valeur égale entre les femmes et les hommes, ça qui est relié à l'obligation de non-discrimination dans les entreprises. Une autre obligation qui est liée plutôt à l'axe, autour des compétences et des parcours professionnels, c'est les obligations liées à la formation. Donc l'employeur, est tenu de former ses salariés, est tenu de développer les compétences de ses salariés, que ce soit pour, développer les compétences qui sont reliées à son poste, mais aussi pour développer les compétences qui vont lui permettre d'évoluer, de se maintenir à son poste quand parfois les postes évoluent et le travail évolue. Et de la même manière que les rémunérations, cette obligation de formation et d'accès à la formation doit être assurée de manière égale entre les femmes et les hommes, mais aussi entre les différents types de contrats, que ce soit à temps complet, temps partiel. C'est dans le cadre de cette obligation-là que, l'employeur doit organiser, en effet, comme le disait Leslie, des entretiens professionnels avec chaque salarié tous les 2 ans. Heu, donc, l'entretien, annuel, que l'on appelle aussi parfois entretien d'évaluation ou entretien individuel, n'est pas forcément obligatoire, enfin n'est pas obligatoire, même s'il est fortement conseillé de rencontrer ses salariés, tous les ans. Mais l'entretien professionnel qui consiste à, réfléchir avec le salarié à son parcours professionnel dans la structure, mais également au-delà de la structure, est bien obligatoire. Et puis le dernier axe, de cette démarche de qualité de vie et des conditions de travail qui est impacté par une obligation employeur, c'est bien l'axe du dialogue social. Donc sur le dialogue social,
on a en effet une obligation d'organiser les élections du comité social et économique. Encore une fois, on ne peut pas s'arrêter à ça. On organise des élections et l'obligation, elle est aussi, bien évidemment, de créer les conditions d'un dialogue social de qualité. Alors là, pour le coup, ça ne concerne pas forcément toutes les associations parce que l'obligation de CSE, elle existe à partir du 11e salarié dans le droit du travail. Faites attention, si vous avez une convention collective, mettez-vous bien à jour des textes de la convention collective parce que, en tout cas dans les associations, qui sont concernées par, notre projet FACT, qui sont beaucoup des associations qui sont sous la convention collective ECLA ou ALISFA, les règles ne sont pas les mêmes. Donc sur, la convention ALISFA, on est sur les structures, à partir de 8 ETP. En sachant que sur cette convention, il y a aussi, de prévu que pour les structures de moins de 8, il y a un représentant santé au travail. Donc voilà, si vous êtes sur cette convention, il y a aussi cette obligation-là. Et puis sur la convention collective ECLA, on est à partir de 6 ETP, avec un calcul en plus des ETP qui est assez particulier. Donc voilà, si vous êtes concerné et que vous n'avez pas forcément les choses bien en tête, vraiment, je vous invite à aller voir vos textes de convention collective parce que c'est important et qu'en effet, des fois, les calculs en termes de TP sont pas forcément les mêmes. Sur cette obligation de négociation, on va même aller un petit peu plus loin à partir du moment où on va avoir un salarié représentant syndical qui est dans l'équipe. On va avoir même des obligations qui vont un petit peu plus loin, d'obligations de négociation annuelle. Donc là, qui oblige l'employeur, une fois tous les 4 ans, à vraiment mettre en place une négociation sur différents éléments et notamment la qualité de vie et les conditions de travail. Donc ça, pareil, on n'est pas forcément toujours au courant, mais à partir du moment où il y a un délégué syndical dans le CSE, on est obligé de mettre en place ce qu'on appelle les négociations annuelles obligatoires, les NAO. Donc voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas aussi à vous renseigner précisément dans le droit du travail ou dans vos conventions sur cette notion de négociation. Je ne l'ai pas remis ici, mais en fait, il transparaît hein, dans le côté rémunération à valeur égale et accès à la formation de manière égale. Mais bien évidemment, il y a aussi cette notion de non-discrimination qu'on ne retrouve pas forcément que dans la formation et la rémunération, mais bien plus largement. Et qu'il faut bien prendre en compte. Alors aujourd'hui, on compte 25 critères de discrimination, voire parfois un peu plus. Il y en a qui en comptent 26, 27. Actuellement, il y en a un qui est en cours de discussion à l'Assemblée nationale. Donc ça bouge toujours un petit peu. Mais ça va être relié finalement à l'obligation de sécurité au travail parce que ce lien avec les situations discriminantes peuvent être aussi inscrites dans le document unique comme situation identifiée à risque et du coup, plan d'action préventive pour éviter ces situations discriminantes. Voilà un petit peu voilà, ce qu'on a comme obligation employeur qu'on peut directement relier à la démarche de qualité de vie et des conditions de travail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sur le chat, on y répondra après. Et puis du coup, ces obligations, finalement, notamment sur l'obligation de sécurité au travail, mais également de plus en plus sur l'obligation d'égalité au travail, on voit qu'aujourd'hui, on a une bascule sur ce qu'on attend finalement de l'employeur par rapport à tout ça. On a une bascule sur le fait qu'on avait avant une obligation de moyens qui se transforme de plus en plus en obligation de résultats.
Donc que ce soit sur la santé et la sécurité, mais aussi sur l'égalité au travail aujourd'hui. L'employeur a une obligation de résultat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, s'il se passe quelque chose dans l'association, l'employeur peut être tenu quand même responsable de ne pas avoir mis en place les moyens nécessaires pour assurer la sécurité et la santé de ses salariés. Alors, une fois qu'on a ça, OK, d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que finalement, dans les actions de prévention qu'on va mettre en place, l'objectif vraiment est de se concentrer aujourd'hui sur ce qu'on appelle la prévention primaire. Donc dans la prévention en santé, on a 3 niveaux de prévention. La prévention primaire, la prévention secondaire et la prévention tertiaire. En gros, je vous ai mis les mots-clés juste, en dessous là, avec les petites flèches en bleu. Prévenir, protéger, réparer, c'est ça les 3 niveaux de prévention. Heu, Quand on est tenu responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés, on ne peut clairement pas être que dans la réparation. On ne peut pas juste se poser la question de bah, si mon salarié il a un accident du travail, qu'est-ce que j'ai mis en place pour aller contacter la médecine du travail ou quoi que ce soit. Et on ne peut pas non plus être seulement sur de la protection. On a identifié des risques et on va mettre en place des choses pour protéger nos salariés face à ces risques. Bah, finalement, on se rend compte aujourd'hui que ce n'est pas suffisant et qu'il y a énormément de risques professionnels qui peuvent être évités. Comment on évite les risques professionnels? Eh ben, en mettant en place des actions qui sont centrées sur les processus, sur les postures managériales, sur le calibrage des postes, sur le dialogue professionnel, le dialogue social. Donc là, on voit bien qu'on reprend finalement des liens avec les 6 axes de la QVCT. Donc éviter le risque, c'est bien calibrer ses postes, c'est avoir accès à la formation, c'est avoir des espaces de dialogue, etc. etc. Quand on met en place toutes ces choses-là, eh ben, finalement, c'est des actions de prévention primaire qui évitent le risque. Et si on ne met pas en place ces actions-là, bah, finalement, on passe à côté de sa responsabilité employeur, en termes de prévention de la sécurité au travail. Donc bien évidemment, vous allez me dire: «Tous les risques ne sont pas évitables». Oui, il y a des métiers et des situations de travail sur lesquels on ne peut pas éviter le risque, heu et donc c'est pour ça qu'il existe les 2 autres niveaux de prévention. Mais voilà, vraiment la prévention primaire est souvent oubliée et c'est vraiment sur celle-ci qu'il faut mettre le plus d'énergie. Et donc pour terminer, cette intervention-là sur l'obligation employeur, bah, la question qu'on peut se poser dans les associations et qu'a un peu commencé à évoquer, Leslie, c'est en effet, bah, qui est responsable finalement sur ces questions-là? Et donc en effet, bah, sans grande surprise, hein, c'est bien le conseil d'administration qui est employeur, qui a la fonction employeur et qui est donc tenu responsable de respecter les obligations. Relatives à la santé et sécurité et puis à toutes les obligations relatives à la fonction employeur finalement. Alors, la délégation de pouvoir, est possible pour mettre en place des démarches de prévention. Si vous avez une personne qui est à la direction, bien évidemment que vous pouvez lui déléguer, la mission de mettre en place une démarche de prévention. Mais, alors à la fois l'employeur, en tant que personne morale, ne pourra pas de toute façon échapper à sa responsabilité. C'est-à-dire que s'il y a un accident, le code pénal prévoit quand même de toute façon, de faire tenir la responsabilité sur la personne morale qui est l'association. Et puis au-delà de ça, on peut se poser la question de, en effet, comme l'a évoqué Leslie, si on fait porter sur les épaules de la personne à la direction la responsabilité d'une démarche de prévention de santé et de sécurité au travail, ben dans ce cas, qui s'occupe d'assurer la santé et la sécurité de la personne à la direction? Heu, c'est une question, à laquelle on ne peut pas, en tout cas, on ne peut pas passer à côté et qui est souvent oubliée. Voilà, donc je vous laisse avec ça et je vais laisser, je pense, Christophe, si je ne dis pas de bêtises, peut-être nous présenter justement un outil qui permet de travailler sur la répartition des rôles.
Merci beaucoup Audrey pour ces éléments de cadrage. Je sais pas, Juliette ou Christophe, comme vous voulez, celui qui est prêt. Si c'était possible, Christophe, je préférerais avant, parce que comme je Ouais. l'ai Pas de dit en souci. préparation, j'ai une petite contrainte à gérer à la maison. Bonjour à tous, je suis Juliette et Leslie m'a présenté du point de vue de l'association In Situ que j'ai cofondée, mais il faut savoir qu'en fait, je suis moi-même salariée directrice d'association d'une autre association qui s'appelle Fablim et que j'ai également cofondée. Du coup, j'ai une double casquette à la fois de dirigeant associatif, mais également d'animatrice d'un cadre d'échange entre dirigeants associatifs, ayant vécu moi-même et ayant vu autour de moi également à quel point les contextes administratifs et budgétaires du financement des associations ont un impact important sur la santé au travail. Et donc, du coup, je vais vous retracer assez rapidement l'histoire du projet qu'on a monté avec l'association In Situ qui s'appelle Vers des communs de gestion associative. Tout a démarré, on va dire, vers 2000, je sais pas, je saurais plus le dater, mais 2018-2019. À l'époque, en fait, j'étais en transition, on va dire, professionnelle et j'accompagnais pas mal d'associations dans le renforcement de leurs projets stratégiques et de leur modèle économique. Et je m'appuyais pour ce faire sur un outil de gestion que j'avais créé de façon assez empirique dans ma précédente expérience de direction associative et je voyais que ça marchait pas mal. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est intéressant de le transférer, mais bien souvent, les gens me téléphonent après en me disant, voilà, j'ai fait quelques modifications, est-ce que tu peux le vérifier? Et du coup, je me disais, ben, cet outil, premièrement, il est utile, il est bien, mais il y a une certaine dépendance qui s'opère au fil du temps. Et moi, j'aimerais que les personnes soient davantage, on va dire, autonome dans la gestion de cet outil. Donc petit à petit, en fait, en discutant avec les associations, je me suis dit, on pourrait mettre en place un projet qui consisterait premièrement à renforcer la robustesse de l'outil de gestion que j'avais créé, mais aussi considérant que ce n'est pas suffisant, de professionnaliser la gestion, de se dire bah, finalement l'inflation administrative amène les dirigeants associatifs à devenir des experts de la gestion. C'est pas suffisant, il y a besoin également de renforcer les échanges parce que ce qui ressortait déjà à l'époque, quand moi je rencontrais les dirigeants, c'était un sentiment très fort d'isolement, de solitude face à des problématiques gestionnaires qu'ils étaient seuls à assumer et parfois même de façon un peu décalée avec le conseil d'administration qui n'entrait pas, ou en tout cas qui n'arrivait pas à rentrer dans des logiques gestionnaires très, très avancées parce que c'était ni leur plaisir ni finalement leur tasse de thé, quoi. Voilà. Et donc, on a mis en place dans ce projet vers des communs de gestion un deuxième outil qui était le cadre d'échange entre pairs sur des thématiques définies à leur initiative. Je vous en dirai un mot également. Et en parallèle à tout ça, on s'est dit, ça pourrait être intéressant on approfondisse l'analyse des déterminants du mal-être des dirigeants associatifs. Et donc, on a tissé une collaboration avec des chercheurs en gestion à l'École de commerce de Montpellier, donc Chair Management Inclusif. Et on a conduit voilà, pas mal d'entretiens avec aussi bien des petites associations que des plus grandes, toutes employeuses, qui pouvaient être à la fois des têtes de réseau ou des associations de terrain, et qui pouvaient être sur des budgets à 100 000 comme à 1 million. Voilà, ou plusieurs millions. Et dans tous les secteurs d'activité confondus, mais avec un ancrage assez fort dans l'éducation populaire. Voilà. Euh, et à l'issue de ça, du coup, on a créé un événement qui a été, donc en juillet de l'année dernière, le point de départ de travaux plus approfondis que je vais vous présenter. Donc,
ça, c'est le cadre global du projet vers des communs de gestion associative et je le présente de façon historique parce que ça s'est fait, en fait, cette construction de façon très empirique par des allers-retours réguliers avec un cercle de dirigeants qui a été un peu précurseur de cette démarche-là et qu'on a élargi au fur et à mesure. Donc, je commencerai maintenant mon propos avant de rentrer plus précisément dans les outils en vous montrant où est-ce que vous pouvez les trouver sur notre site internet. Par un petit feedback sur la recherche-action, en tout cas le travail qu'on a mené avec les chercheurs de la chaire Mind à Montpellier Business School. Donc les entretiens ont révélé différents constats partagés qui sont finalement que le poste occupé réellement par le dirigeant associatif soit s'éloigne progressivement, soit est éloigné de la réalité de ce pourquoi on s'était engagé. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'engage pour un projet social, on se dit, voilà, je travaille pour la lutte contre la précarité alimentaire, je travaille pour inverser la courbe d'érosion de la biodiversité, je travaille pour lutter contre l'isolement des personnes âgées en milieu rural, etc. Mais je ne travaille pas pour être un expert de tableau Excel, un expert de la négociation de financement, un expert des bilans complexes pour me préparer à des contrôles européens, etc. Et donc, en fait, ce décalage, qu'il soit rapidement vécu ou qu'il se creuse au fur et à mesure à partir de l'embauche et dans les années qui suivent, crée à un moment donné une perte de sens au travail. Et quand cette perte de sens n'est pas, on va dire, compensée par, on va dire, de la nourriture issue, par exemple, du terrain, des retours, entre guillemets, des bénéficiaires ou des destinataires pour lesquels on met en place un certain nombre de dispositifs, si ce n'est pas compensé par je ne sais pas, une reconnaissance dans le regard et la posture du financeur, du travail accompli, etc. Il y a un moment donné, la motivation s'érode et on observe un turnover et qui est assez, qui est assez important dans les associations qu'on a interrogées. Et ça, disons, le turnover, presque, c'est une fuite nécessaire pour certaines personnes qui ont encore l'énergie de s'en aller. Voilà. Par contre, ce qu'on a pu observer, et donc il y a eu des situations critiques dans le cadre de notre enquête qu'on a pu observer, parce qu'il y a des personnes qui sont parties, hein, tout simplement, mais en maladie, ça a été de dire, ben, il y a donc ce contexte d'administrativisation croissante de la fonction de dirigeant en lien avec la recherche de financement, la mise en concurrence via les appels à projets, les contrôles, là également la non-récurrence des partenariats. Parfois même l'insécurité. On a des réponses qu'au mois de novembre pour des actions qu'on a démarrées en janvier. La difficulté à financer un axe stratégique de l'association quand on n'a que des financements sur projet et du coup à envisager les emplois sur le long terme alors que finalement on n'a que des financements d'1 an, au meilleur des cas 2 ans. Et donc du coup, toutes ces tensions, en fait, qui sont finalement le cadre imposé, le cadre d'exercice du métier imposé par l'extérieur, par les financeurs, amènent les dirigeants à se mettre dans une mécanique et à certains moments à endosser une responsabilité qui est vécue comme individuelle pour la sécurité d'un cadre collectif. Et donc, en fait, cette responsabilité individuelle, souvent, elle est assumée comme faisant partie du métier. Et quand tout va bien, quand on arrive à franchir des caps ou des étapes, euh, la personne arrive à tenir malgré ses contraintes du cadre imposé. Par contre, parfois, il suffit d'un grain de sable, comme par exemple un contrôle européen où on se dit peut-être que administrativement parlant, j'ai pas été complètement carré.
où il suffit, je ne sais pas, par exemple, d'un refus ou 2 refus ou 3 refus successifs d'un financeur ou de financeurs différents, alors qu'on était habituellement bien vu, bien identifié, etc., pour que, à un moment donné, le grain de sable amène à l'explosion en vol. Voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que parfois, il y a des équipes qui ne comprennent pas en disant mais il nous en a pas parlé ou on comprend pas. S'il nous avait dit, on aurait regardé. Mais pour autant, tout le monde se désintéresse de cette fonction gestionnaire parce qu'elle n'est pas vécue comme enthousiasmante, aussi bien de la part du conseil d'administration que des autres salariés. Et de ce fait, euh, cette solitude, elle est vécue, en tout cas, elle a été témoignée par à peu près tous les dirigeants interrogés, en fait. Voilà. Donc, du coup, ce qu'on a pu observer, c'est que finalement, il y a à la fois des facteurs externes, et ça, ils sont clairs, c'est-à-dire la façon dont sont conçus les dispositifs de financement a un impact direct sur l'exercice du métier et sur la santé du dirigeant. Mais il y a aussi des causes qui sont à chercher à l'intérieur de l'association sur l'organisation pour se dire ben, finalement comment on essaie de tendre vers plus de responsabilités collectives alors que finalement, on n'a pas cette appétence initiale, mais c'est la condition nécessaire de l'exercice de nos métiers. Et comment on arrive, du coup, ce qui est le corollaire, à démocratiser un peu cette fonction gestionnaire qui est vécue comme hyper complexe à appréhender et donc, du coup, un peu rebutante. Voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que dans les entretiens, on a observé malgré tout des phénomènes de résistance qui vont s'exprimer de façon assez différente selon les situations, les associations, les contextes, etc. Ces phénomènes de résistance s'expliquent en fait par, à un moment donné, euh, alors, euh, une non-acceptation de certaines évolutions ou de cadres qui sont imposés. Par exemple, je sais que, je vais donner quelques illustrations, je prendrai le cas d'associations d'éducation à l'environnement en région Occitanie. À un moment donné, il était question que le soutien aux animations nature passe par des appels d'offres. Et donc, du coup, ce qu'il a été conjointement décidé dans le réseau, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait un réseau, et c'est toujours le cas, très structuré, en fait, ça a été de dire, bah, personne ne répond. On refuse de répondre à ces appels d'offres. Et donc, du coup, on défend par ce refus de répondre le fait qu'on ne cautionne pas cette évolution de la façon d'intervenir. D'autres phénomènes, ça a été par exemple, qu'on a pu observer, des gens qui ont refusé des subventions, considérant, alors bon, je donne un peu mon cas parce que c'est arrivé récemment, en région Occitanie en ce moment, la question financière est très 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 compliquée. Du coup, il y a un appel je crois que c'est la direction de la recherche qui a été adressé aux associations en disant, voilà, c'est dans le cadre de la stratégie régionale recherche, innovation, on lance cet appel, c'est du FEDER, la région et organisme de gestion des fonds FEDER, et du coup, ça intervient à 60%, mais nous, on ne vous cofinancera pas. Et donc, du coup, bah, se dire bah, qu'est-ce qu'on fait avec 60%, sachant que l'appel est assez calibré, comment on va chercher sur des objectifs, des temporalités et des ambitions similaires des cofinancements, parce que finalement, ce qu'on voit, c'est que tous les appels, comme ils ne sont pas concertés, ils ont le chic pour en fait rendre impossible la recherche de cofinancement ou alors très très compliqué. Voilà, donc bref, tout ça pour dire que ces phénomènes de résistance, on les a également documentés et c'est assez intéressant. Donc, maintenant, où trouver les outils dont je vous parle? Donc, je vais partager mon écran, comme ça vous pourrez en même temps regarder notre site YesWiki. Donc, je vous le mettrai dans le chat. Je vous expose. Voilà. Donc là, vous accédez à notre site internet YesWiki qui présente le projet, la démarche.
Vous avez accès tout d'abord au tableur de gestion. Alors, j'en dis vraiment pas plus parce qu'on a un webinaire qu'on organise demain à 10 h pour un niveau initiation qui expliquera de façon très précise comment utiliser cet outil. Sachez qu'on a utilisé Excel et OpenOffice, que grâce à un financement donc de la Fondation Crédit Coopératif, de l'Institut français du monde associatif et du FDVA, on a pu payer l'amélioration de ces outils avec le développement d'un certain nombre de macros qui sont assez utiles. Et donc, il s'agit d'un outil qui facilite la planification budgétaire avec une compréhension en équipe. Voilà. Alors, je ne dis pas que l'équipe peut construire 100% le tableur, mais je dis simplement qu'avec un animateur, qui serait par exemple le directeur ou le gestionnaire administratif, on peut impliquer les parties prenantes de l'association dans la compréhension des phénomènes et la prise de décision. Voilà. Donc ça, c'est le tableur qui sert à faire de la prévision budgétaire. Ensuite, vous avez les webinaires. Alors, ce n'est pas tout à fait dans l'ordre, mais alors, les webinaires, ce sont les temps de rencontre qu'on a organisés entre dirigeants associatifs. Et donc, à chaque fois, vous avez soit accès au replay et au compte-rendu, soit que au replay, soit qu'au compte-rendu. Ça dépend du choix des intervenants. Et donc, vous voyez, on en a organisé un certain nombre sur la recherche de fonds privés, sur le rescrit fiscal, pardon, le rescrit mécénat, sur voilà, statut associatif versus coopératif, sur la fiscalité des associations, réenchanter la fonction bénévole, fonds de dotation, est-ce que c'est une réponse au financement de projets associatifs, etc. Donc à chaque fois, vous avez le compte-rendu, et là, vous voyez par exemple, prochain webinaire, initiation au tableur de gestion, cliquez sur ce lien. Bon, voilà. Et donc, du coup, pour avoir les résultats de la recherche avec les collègues de Montpellier Business School, vous pouvez soit voir le replay qui s'appelle Santé des dirigeants, les raisons du mal-être et levier activable, soit aller dans l'onglet Séminaire santé des dirigeants. Alors, c'est une journée qu'on a organisée à la Maison des sciences et de l'homme de Montpellier en juillet de l'année dernière. Et vous avez accès à tous les actes vidéo. Voilà, donc on a fait des vidéos et vous voyez Magali Marais, la chercheure. Voilà, vous avez toutes les vidéos. Et là, il y a la plénière de Magali qui permet voilà, de faire le point sur ce que je vous ai dit, mais en plus détaillé. Et on a également présenté, dans le cadre du RIOD, un article scientifique. Et donc, on a fait une communication et vous avez par écrit l'ensemble des constats. À ce stade, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on a, lors de ce séminaire du 8 juillet, on a souhaité aller plus loin parce qu'en fait, les retours des personnes présentes, donc on avait à peu près 100 personnes, 50 en présentiel, 50 en distanciel, étaient très enthousiastes au sens, on partage le constat, mais on veut agir parce qu'on ne peut plus, c'est-à-dire on est à un tel point de saturation, alors qu'on aime notre association, mais on n'en peut tellement plus qu'on ne veut quoi, on n'a rien à perdre. Voilà, il y avait un peu ce côté-là. Donc, beaucoup de gens nous ont dit, on a testé des choses de notre côté pour interpeller les financeurs, mais comme on était assez isolés, on n'a pas vraiment eu les moyens de faire bouger les lignes. Donc, si un cadre collectif se met en place, ça nous intéresse. Donc, en fait, sur la base de ces constats, ce qu'on a proposé, c'est de créer un cadre de concertation entre financeurs et associations qui soit mise à disposition de qui le souhaite et qui s'appuie sur un outil, donc une grille de lecture d'un dispositif de financement. Et donc, la proposition, c'était de dire, bah voilà, vous êtes une association ou vous êtes un financeur, parce qu'il y a pas mal de financeurs qui s'intéressent à nos travaux en se questionnant sur leur propre façon de créer des dispositifs de financement. Donc, du coup, vous êtes un financeur ou une association, établissez un dialogue sur comment a été conçu le dispositif en termes de voilà, qu'est-ce que ça soutient, pourquoi faire, c'est quoi le taux d'intervention, la durée, l'éligibilité des dépenses, voilà. Comment ça permet à l'association d'agir, quel est le lien dans l'action, comment sont évalués les projets, bon, etc.
Et donc, du coup, moi, j'utilise cette grille, donc j'en ai parlé à certains financeurs, en disant, venez, on la remplit. Et il y a un côté hyper pédagogique, c'est-à-dire que beaucoup de financeurs ne se rendent pas du tout compte de l'impact de leur choix de structuration des dispositifs de financement sur la santé au travail dans les associations. Et donc, je vous présente cette grille parce que, du coup, on a fait 3 webinaires de présentation, il y a eu 200 inscrits, il y a pas mal de gens qui cherchent à s'en saisir aujourd'hui. Et donc, vous trouverez la grille dans concertation territoriale. Et je vous montre la grille. Voilà. Donc, en fait, ce qu'on propose, c'est donc le financeur et l'association participante se décrivent. Et ensuite, on va décrire ensemble le dispositif. Et il y a des choses qui vont peut-être faire sourire certains d'entre vous, mais on essaie de mettre l'accent sur des points où on sait que ça peut être assez, voilà, sur lequel les dispositifs ont souvent défaut. Par exemple, est-ce que les projets qui ne sont pas soutenus ont une explication pour savoir pourquoi ils n'ont pas été soutenus? Voilà. Est-ce que finalement le dispositif revêt un caractère pédagogique? Est-ce que le soutien est que monétaire? Est-ce qu'il y a d'autres formes de soutien? Etc., etc. Et donc, on décrit, je vous passe les détails sur le taux d'intervention, comme je disais, la durée, l'éligibilité des dépenses. Voilà, on décrit sur quel est le processus d'évaluation des demandes. Est-ce qu'il y a une communication publique sur qui est retenu pour faire quoi et pour combien? Ce qui n'est vraiment pas toujours le cas. Des fois, c'est vraiment à discrétion. Voilà. Est-ce que le suivi technique suppose qu'il y ait une personne chez le financeur qui soit impliquée aux côtés des porteurs de projet? Est-ce que le dialogue est facile? Est-ce que tout se passe au contraire par des plateformes et des évaluateurs externes? Voilà. Et à la fin, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on se dit, voilà, on va analyser l'effet cumulatif de ce dispositif. Quelle est l'appréciation du niveau de complexité administrative de 1 à 5? Quelle est l'appréciation du niveau de risque de ce type de dispositif de 1 à 5? Par exemple, un dispositif qui passe par appel à projet où le numerus clausus est très faible et où il faut 1 mois et demi de temps ETP pour répondre, on se dit, voilà, on est plutôt sur une situation risquée. Voilà. Et donc, à la fin, on dit, mais quel est le pourcentage estimatif de ce type de financement dans votre portefeuille? Donc, ça veut dire si vous avez du 5 très risqué et très complexe et que vous avez 80% de votre portefeuille qui est constitué de financements comme ça, on se doute que ça a des répercussions néfastes sur la gestion et les RH dans l'association. Et donc, en fait, à la fin, on fait un peu le bilan, les points forts, les points faibles, etc. Et ce travail-là nous sert, en fait, les constats nous servent à alimenter une action de plaidoyer inter-association qu'on prépare. Et pour ne rien voilà, dévoiler à l'avance, nous, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que ce qui est néfaste, en fait, pour les associations, c'est clairement Alors, il y a plusieurs choses qu'on identifie et qu'on voit comme des leviers. C'est le manque d'articulation entre les politiques publiques qui font, comme je le disais, que un tel, il va dire, voilà, moi j'ai monté un dispositif hyper chiadé, sophistiqué, très complexe et tout ça, je finance à 50 ou 60%. Je vais essayer d'aller chercher un cofinancement, mais l'autre aussi, il a un truc très sophistiqué, très chiadé, très complexe. Et en fait, c'est presque plus facile d'avoir un financement partiel qu'aller chercher le cofinancement qui va permettre d'avoir un plan de financement complet. Et donc, au final, on est là à toujours courir, à aller chercher des morceaux de quelque chose de bout de truc. Et donc, le démarrage du projet, c'est presque 6 mois de perdu pour aller chercher ce qui manque, quoi. J'exagère, mais ça peut être le cas. Et donc, du coup, ce manque d'articulation et ce manque de financement dédié à juste compléter le financement des projets, ça crée clairement de la complexité. Et après, il y a aussi la question... moi, j'ai beaucoup aujourd'hui de collectivités qui me disent on n'a plus de sous. Bon, ça, on l'entend de plus en plus. Et nous, on défend l'idée que la dichotomie financeur-financé, elle est un peu obsolète et que si vous n'avez plus de sous et que nous, on n'en a pas, mais pour autant, on a des choses intéressantes à faire, il y a peut-être quelque chose à co-développer ensemble. Et là, je vois par exemple la métropole et la ville de Montpellier ont un pôle recherche de fonds pour leurs actions, fonds publics, fonds privés. Et du coup, on se dit, voilà, est-ce que c'est chacun en concurrence pour ses appels? Est-ce que finalement, il n'y aurait pas un intérêt à co-développer des réponses? Et par exemple, moi, j'ai un cas là avec la région Nouvelle-Aquitaine
On a répondu à un appel à projet européen du coup, que j'ai rédigé. Et du coup, si on arrive à l'avoir, ben, ça fera gagner de l'argent aussi bien à la région aux partenaires associatifs et coopératifs. Donc voilà, tout ça pour dire qu'en fait, aujourd'hui, on est en train d'analyser un certain nombre de leviers. Également, on est assez critique sur parfois l'appareil de contrôle qui est mis en place dans des dispositifs qui sont de plus en plus, si vous voulez, digitalisés, déshumanisés, etc., avec des consultants externes. Donc tout ça, on le travaille actuellement et l'idée, c'est d'en faire un livre de propositions tangible dans le contexte économique actuel pour montrer que voilà, des alternatives sont possibles et du coup en s'inspirant également de ces phénomènes de résistance dont je vous ai parlé juste avant. Je vous mets dans le chat le lien Zoom le lien pardon de notre plateforme YesWiki et pour toute question, n'hésitez pas, je vous mets mon mail également. Merci beaucoup Juliette. Oui, j'ai oublié de dire qu'on enverra après le webinaire toutes les ressources qu'on partage avec vous. Vous aurez tout par mail. Est-ce qu'il y a des questions pour Juliette avant qu'on la libère? Parce que je crois que tu dois y aller. J'ai vu. Merci Juliette pour ces informations. Il y a une personne qui est Intéressée par le intéressée pour webinaire. suivre le webinaire, oui. Ouais, on vous enverra tout ça. Et Et du puis coup, vous avez ben, le le lien. webinaire, c'est facile. Vous allez sur le lien YesWiki que je vous ai envoyé dans le chat de Zoom, là. Et en fait, il y a écrit webinaire. Et pour s'inscrire au prochain webinaire, bah, ça va être le lien. Il y a écrit inscription sur ce lien. C'est demain de 10 à 12. Voilà. Merci beaucoup. Je vois le temps qui Merci à vous. file. Alors, je propose d'enchaîner avec Christophe qui va nous présenter un outil très concret d'articulation entre la gouvernance et la direction. Comment on se répartit les tâches et comment on prend les décisions ensemble. Exactement, merci Leslie, bonjour à toutes et tous. Donc en fait, moi je vais vous présenter un outil de gestion qui s'appelle RACI, qui permet de déterminer les rôles et les responsabilités de chaque membre qui compose une association, que ce soit aussi bien au niveau des équipes, mais aussi au niveau de la gouvernance. Et ça permet entre autres de clarifier le domaine d'action de chacun. Parce que chaque personne peut ainsi voir qui est responsable de quoi et qui doit rendre des comptes à qui. Donc en fait, le RACI, c'est un acronyme, donc je vais vous le détailler. Le R, donc c'est pour la responsabilité, c'est celui qui va réaliser en fait la tâche qu'il exécute. Et il faut savoir que cette tâche, elle peut aussi également être partagée. Le A, c'est pour approuver, donc c'est celui qui va valider la décision ou la tâche, et il veille à ce que cette tâche ou la mission qui a été confiée soit réalisée conformément à sa demande. Le C, c'est pour consulter. Donc là, on va faire appel à de la ressource. On va s'adresser plutôt à une personne qui va conseiller ou qui va apporter une expertise, une plus-value. Mais elle n'est pas décisionnaire dans la réalisation de la tâche. Et enfin, le I, donc c'est une personne qui va ne pas contribuer directement à la tâche ou à la mission ou au projet, mais qui a besoin d'être informée dans l'état d'avancement de la tâche. En fait, la méthode RACI, elle permet de définir clairement la responsabilité des uns et des autres au sein d'une organisation comme l'association. Et elle permet aussi d'éviter les doublons dans la réalisation de certaines tâches et de voir où il y a des trous un petit peu dans la raquette, notamment en termes de responsabilité. Ça permet aussi également d'assurer un même niveau d'information à l'ensemble des intervenants. Et enfin, ça permet de voir s'il n'y a pas une charge de travail qui est mal répartie. Voilà, donc je vais vous partager mon écran. Alors, le RACI, ça se présente voilà, sous la forme d'un tableau. Donc, avec un côté, on va recenser tous les acteurs, les fonctions ou les métiers. Donc là, comme vous voyez, donc c'est une petite association, hein, il y a 2 salariés. Et donc, on a travaillé le RACI en déclinant la fonction de présidence, le CA, le bureau, la directrice et la charge administrative. Et de l'autre côté, en fait, on va avoir toute l'organisation de travail et la détermination de l'ensemble des tâches. Donc, à titre d'exemple, voilà, c'est mettre en œuvre la politique générale définie
et ou approuvée par l'Assemblée générale, ben, on constate que la personne qui a en responsabilité là-dessus, ça va être la directrice de l'association. On peut également, par contre, je ne sais pas si je peux bouger mon tableau. Ah si, voilà. Pas évident. Voilà, on peut rajouter des commentaires et des préconisations. Voilà. Donc, quand on réalise ce document, en fait, on doit se poser les questions suivantes. C'est qui a la charge de la tâche, de la mission ou du projet, qui est décideur, qui peut trancher dans le cadre de problèmes, qui détient une certaine expertise dans le domaine et qui peut apporter une aide par des conseils précieux qui font progresser la tâche à réaliser, qui est impacté par la tâche ou l'activité et qui doit être nécessairement informé. Alors, la méthode RACI, en fait, elle a malgré tout ses limites et il est surtout, enfin, c'est quelque chose qui doit être réfléchi pour justement ne pas rajouter une nouvelle couche dans l'organisation et alourdir la gestion au quotidien l'organisation de l'association. Voilà, j'essaie d'être le plus concis possible. Je fais un petit déroulé pour vous montrer. Donc, effectivement, là, on a parlé de gestion générale et stratégique, la gestion administrative et financière, la gestion RH. Voilà, tout est détaillé en fait de façon assez précise. La gestion de projet, les relations partenaires et utilisateurs. Voilà. Et on peut agrémenter comme ça et on peut rajouter les différentes strates au niveau des personnels de l'association. Voilà, j'essaie de récupérer un maximum de temps parce qu'on arrive à Ouais, 18h30 et si on veut laisser la place aux échanges, c'est parfait. Merci beaucoup. merci. On vous enverra cet outil par mail aussi pour que vous puissiez, l'utiliser. Et je passe la parole à la dernière intervenante, donc Caroline, pour, nous présenter, l'intérêt d'un syndicat employeur. Merci Leslie. Donc moi, je m'appelle Caroline Créton, je travaille pour l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire. Et je voulais juste vous expliquer vraiment en 2 minutes à quoi sert un syndicat employeur. Un syndicat employeur a en général deux principales missions. La première, c'est de représenter les employeurs de l'ESS, de sa branche en tout cas, au niveau de la branche, donc de négocier la convention collective avec les organisations syndicales de salariés, et puis de représenter aussi au niveau des pouvoirs publics. Et il y a en général une deuxième mission qui est une mission d'accompagnement. Et c'est surtout sur celle-là que je souhaiterais insister, c'est-à-dire que les syndicats employeurs de branche, en général, proposent du conseil juridique quotidien. Très souvent, alors ça dépend des syndicats, mais vous avez une ligne téléphonique à laquelle vous pouvez appeler à n'importe quel moment de la semaine pour avoir du conseil juridique adapté. Vous avez des informations actualisées sur la réglementation sociale, la convention collective, la paye, les charges, les obligations RH, etc., vraiment en lien avec votre secteur. Euh, voilà, etc. Donc, c'était vraiment, l'idée, c'était juste de vous dire que bah, ça existe et que ça peut servir à quelque chose. Je vous donne un exemple, mais parfois dans le cadre de conflits suite à des soucis RH, par exemple, on va devoir faire appel à un avocat. Le fait de payer une cotisation à un syndicat employeur peut peut-être permettre d'être dans la prévention et d'éviter à avoir à payer ce coût une fois qu'on se retrouve dans une situation complexe. Donc voilà, ça c'était un petit peu l'idée. Comment choisir son syndicat employeur? Eh bien, ça dépend de la convention collective à laquelle vous êtes rattaché. On pourra aussi vous envoyer la liste des syndicats adhérents à l'UDES, puisque tous les syndicats employeurs de l'ESS sont adhérents à l'UDES. Donc, dans la liste des syndicats associatifs, vous aurez la liste des syndicats d'employeurs de secteur auxquels vous pourrez éventuellement, sur lesquels vous pourrez être intéressé. Voilà. Et puis j'en profite aussi pour vous transmettre deux petites informations de ressources parce qu'on a beaucoup parlé d'isolement, de santé des dirigeants, etc. Au niveau de l'UDES, on porte une cellule de soutien qui s'appelle SOS Employeur ESS et qui a vocation à venir en soutien aux employeurs de l'ESS qui ont des difficultés, qu'elles soient financières, de gouvernance, RH, etc. Donc c'est de l'appui entre pairs, c'est bénévole, c'est confidentiel. Donc Leslie vous enverra aussi les informations. Et je tenais à vous informer aussi de l'existence d'une association qui s'appelle l'APESA. Alors là, on est sur un autre niveau de problème de santé mentale, vraiment. Donc là, c'est une association qui a vocation à écouter et à soutenir les employeurs
qui ont pour le coup plutôt des idées noires. Voilà, donc sur un autre niveau. Mais c'est toujours important de savoir que ces ressources existent pour vous et puis pour aussi en parler dans votre réseau. Voilà. Et je ne serai pas plus longue. Merci à tous. Merci beaucoup, Caroline. On arrive à la fin des interventions. Je voulais vous partager, pour aller plus loin, parce que là, on vous donne beaucoup d'informations, mais vous avez la possibilité d'être accompagné gratuitement par des dispositifs d'accompagnement. Donc la cellule SOS Employeur ESS que citait Caroline, ça en fait partie, mais vous avez aussi le réseau Guidasso. C'est un réseau de points d'appui à la vie associative sur toute la région, et même au national. Vous avez plein de points d'appui que vous pouvez solliciter. Je vous enverrai la cartographie pour que vous puissiez identifier celui qui est le plus proche de chez vous. Vous avez le DLA, dispositif local d'accompagnement, qui mobilise, qui vous permet de bénéficier d'un accompagnement pour renforcer les emplois dans votre association. Les OPCO, opérateurs de compétences, que vous pouvez solliciter pour les questions de formation et d'organisation interne aussi dans votre association. La plateforme régionale de formation des bénévoles qui recense plein de formations sur des thématiques différentes à destination des bénévoles, donc de terrain ou de gouvernance. Il y a une formation qui est à venir en septembre sur la fonction employeur, justement, sur plusieurs jours, qui est organisée par Maillage, qui est justement un opérateur Guidasso. Je vous enverrai tout ça. Et vous avez Audrey, ici présente, qui propose des formations sur les risques psychosociaux aussi, que vous pouvez solliciter. Et également préciser qu'en fonction des conventions collectives, il peut y avoir aussi des fonds de solidarité avec des financements, notamment pour des accompagnements de psychologues dans le cas de souffrance au travail, entre autres. Tout à fait. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé ce webinaire. Je vais couper l'enregistrement et comme ça, on pourra, pour ceux qui le souhaitent, rester et échanger entre nous et poser des questions. Merci.